Et si je te disais qu'un peuple sans écriture, sans roue, sans fer, n'aurait jamais dû survivre? Encore moins bâtir un empire gigantesque. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment les Incas ont défié absolument tout ce que l'on croit savoir sur le progrès, l'intelligence humaine et l'organisation des sociétés. Et surtout, pourquoi ce cas dérange encore profondément les historiens aujourd'hui. Respire un instant, parce que ce que tu vas entendre va créer une vraie dissonance. On nous a appris une chose très simple. Le progrès suit une ligne droite. Écriture, roue, métal, monnaie, État. Sans ça, pas de civilisation avancée. C'est ce qu'on répète depuis l'école. Et pourtant, au XVe siècle, pendant que l'Europe est ravagée par les famines, les guerres féodales et les épidémies, un empire de plus de 10 millions de personnes s'étend sur plus de 4000 kilomètres. Des sommets glacés des Andes jusqu'aux déserts les plus arides. Sans écriture alphabétique, sans monnaie, sans fer, sans roue fonctionnelle. Les Incas. Et c'est là que le problème commence. Parce que selon tous nos critères modernes, cet empire n'aurait jamais dû exister. Il aurait dû s'effondrer. Il aurait dû être chaotique. Il aurait dû être inefficace. Mais ce n'est pas le cas. Pour comprendre pourquoi, il faut accepter une idée inconfortable. Nos critères ne sont peut-être pas universels. Prenons l'écriture. Les Incas n'écrivent pas. Pas de livres. Pas de lois gravées dans la pierre. Pas de chroniques officielles comme en Europe ou au Moyen-Orient. Pour un historien occidental, c'est presque une hérésie. Parce que sans écriture, on suppose automatiquement l'absence d'administration complexe, de mémoire collective fiable et d'état durable. Et pourtant, l'Empire Inca est administré avec une rigueur presque obsessionnelle. Comment est-ce possible? Grâce à un système que l'on a longtemps méprisé. Les quipus, des cordelettes, des nœuds, des couleurs, des espacements. Pendant des décennies, on a affirmé que ce n'était qu'un outil comptable primitif. Une sorte de boulier rudimentaire. Mais les recherches récentes racontent une autre histoire. Les quipus peuvent encoder des quantités complexes, des catégories, des hiérarchies, des informations administratives détaillées. Certains chercheurs pensent même qu'ils pouvaient transmettre des récits et des événements historiques. Ce n'est pas une écriture alphabétique, mais c'est un système abstrait de stockage de données, conçu pour être mémorisé, transmis et vérifié collectivement, et surtout difficile à falsifier. Déjà, ça devrait te déranger. Mais l'écriture n'est que le début, parce que même sans écrire, les Incas administrent leur empire avec une efficacité qui fait pâlir beaucoup de royaumes européens. Et maintenant, parlons d'argent. Ou plutôt, de son absence. Pas de monnaie, pas de pièces, pas de billets, pas de marché comme on les imagine en Europe. Et pourtant, l'empire fonctionne. Les gens mangent. Les villes tiennent. Les crises sont absorbées. Comment? Grâce à un principe que l'Occident a toujours eu du mal à accepter. Une économie sans échange marchand. Chez les Incas, tout repose sur l'obligation collective. Chaque citoyen doit une part de son temps de travail à l'État. C'est la mita, construction des routes, entretien des terrasses agricoles, stockage de nourriture, service militaire. En échange, l'État garantit l'essentiel, la terre, la nourriture en cas de famine, les vêtements, la protection. Pas de salaire, pas d'achat, pas de spéculation. Et pourtant, le système est stable. Parfois même plus stable que les économies monétaires européennes, régulièrement ravagées par l'inflation, les pénuries et les abus seigneuriaux. Et là, une question commence à gratter sérieusement.
Et si la monnaie n'était pas indispensable à une société complexe? Maintenant, ajoute à ça une logistique qui défie toute logique. Les Incas construisent le plus vaste réseau routier pré-industriel du monde. Plus de 40 000 kilomètres. À pied. Sans roues. Sans chevaux. Sans bêtes de très lourdes. Des routes de montagne. Des escaliers taillés dans la roche. Des ponts suspendus en fibres végétales, reconstruits régulièrement. Tous les 20 kilomètres, des relais. Et entre eux, les chasquis. Des messagers entraînés dès l'enfance. Résultat, un message impérial peut parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours. Parfois plus vite que les courriers européens à cheval. Sans papier, sans écriture. Uniquement grâce à des corps humains et une organisation implacable. Mais l'organisation ne suffit pas à expliquer le miracle. Parce que maintenant, il faut parler de leur ingénierie. Regarde leurs murs. Pas de mortier. Des blocs gigantesques. Des formes irrégulières. Et pourtant, tout s'emboîte parfaitement. Aucune lame ne passe entre les pierres. Des murs capables de résister à des siècles de séismes. Encore debout aujourd'hui. Sans fer, sans acier, sans machines lourdes. Comment ont-ils fait? Personne n'a de réponse définitive. On parle de maîtrise extrême de la pierre, de techniques perdues, de transmission orale d'une précision terrifiante. Mais la vérité, c'est que leur niveau d'ingénierie contredit nos modèles classiques. Et ça rend beaucoup de gens très nerveux. Parce que si les Incas ont réussi sans nos outils essentiels, alors peut-être que notre définition du progrès est biaisée. Et c'est là que la comparaison devient vraiment dérangeante. Même époque. En Europe, famine chronique, guerres incessantes, seigneurs parasites, analphabétisme massif. Chez les Incas, réserves alimentaires centralisées, redistribution organisée, routes entretenues, aucune trace de sans-abrisme structurel. Ce n'est pas un paradis. Il y a de la violence, un pouvoir autoritaire, des sacrifices. Mais sur le plan structurel, l'État fonctionne, et parfois mieux. Ce constat provoque une dissonance brutale, parce qu'il fissure une idée profondément ancrée, celle de l'Europe comme sommet naturel de l'évolution humaine. Et c'est précisément pour ça que les Incas dérangent encore, aujourd'hui. Ils sont un contre-exemple parfait. Ils prouvent que l'écriture alphabétique n'est pas une condition absolue, que la monnaie n'est pas indispensable, que la technologie n'est pas linéaire, que le progrès n'a pas une seule forme. Alors pendant longtemps, on les a minimisés, simplifiés, infantilisés. Un empire fragile, une société arriérée, un hasard historique, jusqu'à ce que les données racontent une autre histoire. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ce peuple qui n'aurait jamais dû exister n'a pas été détruit par une supériorité technologique évidente, mais par des microbes. Quand les Espagnols arrivent, l'empire est déjà affaibli. La variole décime la population. L'empereur meurt. Une guerre civile éclate. Quelques centaines de conquistadors suffisent. Pas parce qu'ils sont plus intelligents. Pas parce qu'ils sont mieux organisés. Mais parce que le système Inca était trop centralisé. Un choc. Et tout s'effondre. Et pourtant, leur héritage reste dans les routes, dans l'agriculture en terrasse, dans la mémoire des Andes. Les Incas n'auraient jamais dû exister. Selon nos règles, selon nos modèles, selon nos certitudes. Et pourtant, ils ont bâti l'un des plus grands empires de l'histoire. Ce n'est pas leur réussite qui dérange vraiment. C'est ce qu'elle révèle sur nous. Que le progrès n'est pas universel, qu'il n'est pas linéaire, et que nos certitudes modernes sont peut-être des illusions.
Et pour vraiment mesurer à quel point ce système est aberrant selon nos standards, il faut descendre dans le détail. Pas dans les mythes, dans le concret. Prenons un nom, Pachacútec. C'est lui qui transforme une petite chefferie andine en empire. Un homme, sans écriture, sans archives. Et pourtant, son règne est suffisamment structurant pour remodeler toute l'Amérique du Sud occidentale. Pachacútec ne conquiert pas seulement par la force, il réorganise tout. Les terres sont mesurées, réparties, divisées en 3 parts. Une pour l'État, une pour les dieux, une pour les familles. Ce système est connu, documenté par les chroniqueurs espagnols eux-mêmes, comme Pedro Cieza de León ou Garcilaso de la Vega. Des hommes qui, pourtant, avaient tout intérêt à minimiser ce qu'ils voyaient. Et pourtant, ils l'écrivent noir sur blanc. Les Incas savent exactement qui produit quoi, où, quand et en quelle quantité, sans registres écrits, grâce au Quipucamayoc. Des spécialistes formés pendant des années à lire et interpréter les quipus, pas des scribes, des mémoires vivantes. Certains Quipucamayoc pouvaient réciter des recensements entiers, des listes de villages, des stocks, des obligations de travail. Essaie d'imaginer ça aujourd'hui. Et ce n'est pas un folklore. Quand les Espagnols arrivent, ils utilisent ces hommes. Ils s'appuient sur eux pour comprendre la structure de l'empire qu'ils sont en train de détruire. Mais parlons nourriture. Parce que c'est là que tout empire s'effondre en général. Chez les Incas, non. Ils construisent des colcas, des entrepôts de stockage, des milliers, placés en altitude, ventilés naturellement, conçus pour conserver le maïs, les pommes de terre, le quinoa, la viande séchée, parfois pendant plusieurs années. On a retrouvé des complexes entiers d'entrepôts autour de Cusco, dans la vallée de l'Urubamba ou près de Huánuco Pampa. Huánuco Pampa, une ville administrative, pas une capitale religieuse, pas un centre commercial, un centre logistique, des places immenses, des bâtiments standardisés, des entrepôts alignés, un hub impérial. Quand une région est touchée par une sécheresse ou un gel brutal, les stocks sont ouverts, redistribués. Résultat, les famines existent, mais elles ne deviennent presque jamais des catastrophes systémiques comme en Europe médiévale. En Europe, une mauvaise récolte peut tuer des dizaines de milliers de personnes. Chez les Incas, le système amortit. Et maintenant, parlons de la roue, ou plutôt de son absence. Oui, les Incas connaissaient le principe de la roue. On a retrouvé des jouets à roues, des objets miniatures, mais ils ne l'utilisent pas pour le transport. Pourquoi ? Parce que dans les Andes, la roue est inefficace. Pas de grandes plaines continues. Pas d'animaux de trait adaptés. Des pentes, des escaliers, des cols à plus de 4000 mètres. La solution européenne est mauvaise pour leur environnement. Alors ils optimisent autre chose, le corps humain. Chaque chemin est pensé pour la marche. Chaque distance est calibrée. Chaque relais est positionné à portée d'un coureur entraîné. Les chasquis ne sont pas des messagers improvisés. Ils sont sélectionnés jeunes, entraînés, nourris par l'État. Un message peut aller de Quito à Cusco en moins d'une semaine. Et ce message n'est pas écrit. Il est mémorisé. Parfois accompagné d'un quipu. Encore une fois, ça ne rentre pas dans nos grilles de lecture. Et maintenant, prenons un autre nom. Atahualpa. Quand Pizarro arrive, Atahualpa vient de gagner une guerre civile contre son frère Huáscar. L'empire est affaibli, divisé. Mais même dans ce chaos, l'organisation tient. Quand Atahualpa est capturé à Cajamarca,
Il comprend très vite la logique espagnole. Il propose une rançon, une pièce remplie d'or, une autre d'argent. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas primitif, c'est une tentative de négociation stratégique, basée sur l'observation rapide de l'ennemi. Mais les Espagnols ne jouent pas le même jeu. Ils ne veulent pas intégrer l'Empire. Ils veulent le décapiter. Et là, on touche un point clé. Le système Inca est incroyablement efficace, mais extrêmement centralisé. L'Inca est le pivot. Le fils du soleil, le point de convergence. Quand ce point tombe, tout vacille. Les Espagnols exploitent ça. Ils gardent les structures. Ils remplacent juste le sommet. Et pendant un temps, ça fonctionne. Ils gouvernent à travers l'appareil Inca. Preuve ultime que le système était solide. Mais revenons à ce qui dérange vraiment les historiens. Ce n'est pas seulement que les Incas aient réussi, c'est qu'ils aient réussi autrement. Sans accumulation individuelle, sans propriété privée au sens européen, sans marché libre. Le prestige ne vient pas de la richesse personnelle, il vient de la capacité à redistribuer. Plus tu donnes, plus tu es puissant. C'est l'inverse exact de notre logique moderne. Et cette inversion rend leur société difficile à classer. Difficile à valoriser sans remettre en cause nos propres fondations idéologiques. Même aujourd'hui, certaines études minimisent encore volontairement leur réussite. On parle de despotisme, de rigidité, de stagnation. Mais la vérité est plus complexe. Les Incas adaptent en permanence. Ils intègrent des peuples conquis. Ils respectent souvent les élites locales. Ils laissent les langues survivre. Le quechua devient langue administrative, pas langue exclusive. C'est un empire flexible, pas monolithique. Et pourtant, malgré toutes ces preuves, une idée persiste. Que sans écriture, sans fer, sans roue, une civilisation ne peut pas être vraiment avancée. Cette idée est rassurante, parce qu'elle nous place au sommet. Les Incas nous obligent à regarder ailleurs, à accepter que l'intelligence collective peut prendre des formes radicalement différentes, que l'efficacité ne passe pas toujours par la technologie, que le progrès n'est pas une ligne, mais un réseau de chemins. Et peut-être que ce qui dérange le plus, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils nous obligent à admettre. Qu'un autre monde était possible, qu'il a existé, et qu'il a été effacé avant d'avoir pu nous raconter sa version de l'histoire. Sans livre, sans alphabet, mais pas sans intelligence.